La pluie tombait sans relâche sur Marseille cet après-midi-là, dessinant des ruisseaux brillants le long des trottoirs inégaux de la rue de Lyon. Le vent balayait les gouttes en obliques violentes, trempant quiconque osait marcher sans parapluie. Claire Martin, 29 ans, descendit les marches du petit café où elle travaillait comme serveuse depuis presque 6 mois. Elle pressa le pas, resserrant son manteau usé autour de ses épaules, consciente qu'elle était déjà en retard pour son second emploi du jour, celui de femme de ménage dans un immeuble administratif du centre-ville. Elle glissa légèrement sur les pavés mouillés, jura à mi-voix, puis s'arrêta net. À une dizaine de mètres devant elle, un corps était affalé contre le mur, à demi recouvert par une flaque d'eau boueuse. L'homme semblait inconscient. Aucun passant ne s'était arrêté. Quelques regards s'étaient tournés sans s'attarder. Le cœur de Claire accéléra. Elle hésita un instant. Il était peut-être ivre, peut-être dangereux, ou simplement épuisé. Mais quelque chose dans la façon dont son bras reposait contre son torse, tordu de manière anormale, la poussa à s'approcher. Elle posa un genou à terre, ignorant le froid et l'humidité qui traversaient aussitôt son jean. « Monsieur, vous m'entendez » demanda-t-elle d'une voix claire mais inquiète. Aucun mouvement. Aucun son. Claire sortit son téléphone, ses doigts tremblants cherchant le numéro des urgences. En même temps, elle retira son manteau et le plaça sur le torse de l'inconnu, le protégeant un minimum de la pluie persistante. L'attente fut longue. Les minutes s'étiraient, douloureuses. Un homme pressé passa près d'eux sans s'arrêter, jetant un coup d'œil rapide, puis repartit en haussant les épaules. Claire restait là, agenouillée, tenant d'une main le manteau détrempé, de l'autre son téléphone contre son oreille, répétant au standardiste tout ce qu'elle pouvait observer. Teint pâle, respiration faible, pas de blessure visible. À mesure que le temps passait, ses pensées se bousculaient. Elle allait perdre son emploi de femme de ménage. Son patron n'accepterait jamais un nouveau retard. Mais elle ne pouvait pas partir. Pas maintenant. Pas sans savoir s'il allait s'en sortir. Enfin, les gyrophares d'une ambulance illuminèrent brièvement les immeubles gris de la rue. 2 secouristes descendirent rapidement, la remercièrent d'un signe de tête, puis prirent le relais avec une efficacité rassurante. Claire se releva lentement, ses jambes engourdies, ses mains gelées. L'un des infirmiers lui demanda si elle connaissait l'homme. Elle secoua la tête. « Je l'ai juste trouvé là. » Elle ne demanda pas son nom. Elle ne demanda pas où il l'emmenait. Tout ce qu'elle voulait, c'était rentrer chez elle, changer de vêtements, et espérer que son retard ne lui coûterait pas un autre revenu. Sur le chemin du retour, elle pensait à ce visage, pâle et étranger, qui resterait probablement une énigme. Dans un monde où chacun semble ne penser qu'à lui-même, pourquoi avait-elle, elle, décidé de s'arrêter? Elle n'en avait aucune idée. Peut-être par instinct, peut-être par révolte, peut-être parce qu'un jour, quelqu'un l'avait ignorée, elle aussi. Ce soir-là, en essorant ses vêtements dans la petite salle de bain de son studio, Claire ne pensait plus à l'homme de la rue de Lyon. Elle avait d'autres urgences. Le loyer à payer. Sa mère malade à Toulouse. Ses heures supplémentaires refusées. Le monde ne lui laissait pas le luxe de l'altruisme prolongé. Et pourtant, sans le savoir, ce geste simple, s'agenouiller sous la pluie auprès d'un inconnu, venait de faire basculer sa vie. Ce qu'elle ignorait encore, c'est que cet homme inerte et silencieux sur les pavés froids de Marseille n'était pas un simple passant, et qu'il ne l'oublierait jamais. Claire se coucha tôt ce soir-là, épuisée. Un autre jour l'attendait, aussi précaire que le précédent. Et pourtant, quelque part dans l'obscurité des couloirs d'un hôpital, une conscience revenait lentement à la surface, accompagnée d'un souvenir flou, celui d'une jeune femme aux yeux inquiets, d'un manteau trempé posé sur sa poitrine et d'une voix douce appelant à l'aide dans la pluie battante. Ce n'était rien, juste un instant, une étincelle dans une vie grise. Du moins, c'est ce que Claire croyait. 3 semaines s'étaient écoulées depuis ce jour pluvieux sur la rue de Lyon. 3 semaines de fatigue accumulée, de vêtements à laver à la main, de courses minutées entre 2 boulots mal payés. Claire Martin avait repris sa routine sans attendre ni se souvenir de l'homme effondré qu'elle avait aidé. Elle n'avait jamais su son nom, ni ce qui lui était arrivé. Après tout, dans son monde, chaque minute comptait, et il n'y avait guère de place pour les récits inachevés. Ce matin-là, elle était descendue au sous-sol de l'immeuble pour s'occuper du linge. Le bâtiment était ancien, mal isolé, et le local commun pour laver les vêtements sentait toujours l'humidité. La lumière vacillait au plafond,
tandis qu'elle chargeait la machine avec ses habits sombres. Son téléphone, glissé dans la poche arrière de son jean, vibra doucement. Claire le sortit, pensant à un message automatique de son opérateur, mais l'écran affichait un numéro inconnu, long, sans identification. Elle hésita une seconde, puis décrocha. Le silence dura une respiration entière. « Allô ?» dit-elle d'une voix prudente. Une voix masculine, calme et assurée, répondit « Bonjour, est-ce que je parle à Claire Martin ?» Elle redressa légèrement les épaules. « Oui, c'est pourquoi ?» Un court silence s'installa à nouveau, puis la voix reprit, légèrement plus grave. « Vous m'avez trouvé inconscient sur la rue de Lyon, il y a environ 3 semaines. C'est vous qui avez appelé les secours. » Claire fronça les sourcils. Elle s'appuya contre la machine à laver, figée. Les souvenirs remontèrent, flous mais nets. La pluie, le manteau, le visage pâle, les gyrophares. Oui, c'était moi. Je m'appelle Mathieu Morel, je voulais vous remercier. Mais plus encore, j'ai besoin de vous voir. Elle resta silencieuse. Le nom ne lui disait rien. Sa première impulsion fut de raccrocher. C'était peut-être une mauvaise blague. Ou pire, une tentative d'arnaque. Les gens étaient capables de tout. Et pourtant, la voix ne semblait ni menaçante ni manipulatrice. Elle était posée, presque solennelle. « Pourquoi ?» demanda-t-elle. « Parce que ce que vous avez fait, ce jour-là, personne d'autre ne l'a fait. J'étais à terre, invisible. Vous vous êtes arrêté. Je ne peux pas oublier ça. Et il y a des choses que vous devez savoir. Je ne comprends pas, je vous ai aidé, c'est tout. Ce n'est pas tout, Claire. C'est précisément pour cela que j'aimerais vous rencontrer. J'aimerais vous l'expliquer en personne. » Elle secoua la tête, bien qu'il ne puisse la voir. Cela n'avait aucun sens. Elle était juste une serveuse, une femme de ménage, une fille ordinaire dans une ville trop grande. Pourquoi cet homme voulait-il la revoir? Qu'avait-il à lui dire qui ne pouvait être transmis par un simple message de remerciement? « Je ne suis pas certaine que ce soit une bonne idée, » dit-elle finalement, sa voix teintée de méfiance. « Je comprends. Je vous enverrai une adresse. Si vous changez d'avis, j'y serai demain à midi. Si vous ne venez pas, je ne vous contacterai plus. » Un bip retentit. L'appel avait été coupé. Claire fixa son écran quelques secondes, interdite. Puis le message arriva. Une adresse, un restaurant près du Vieux-Port, un lieu luxueux. Rien à voir avec ses habitudes. Elle se passa la main dans les cheveux, nerveuse. Elle n'avait ni les moyens, ni les vêtements pour entrer dans ce genre d'endroit. Et pourtant, l'invitation restait là, gravée dans son téléphone. Une promesse silencieuse, une énigme à résoudre. Le lendemain matin, elle se réveilla plus tôt que d'habitude. Ses vêtements étaient simples, un chemisier crème légèrement jauni par le temps, un pantalon noir, des bottines qu'elle avait recollées la veille, avec de la colle forte. Elle n'avait pas l'intention d'accepter quoi que ce soit. Elle voulait seulement comprendre. Savoir pourquoi cet inconnu, tombé dans l'oubli de son quotidien, voulait maintenant bouleverser son équilibre fragile. Elle marcha jusqu'au Vieux-Port, évitant les transports en commun pour économiser. L'air marin avait un goût de sel et de vent frais. Les voiliers se balançaient lentement dans le port. Le restaurant se dressait au coin d'une rue, élégant mais discret, avec de grandes baies vitrées donnant sur l'eau. En entrant, elle sentit immédiatement les regards. Elle n'avait rien à faire là. Les serveurs en costume la jaugèrent du regard, mais l'un d'eux s'approcha. « Mademoiselle Martin ?» demanda-t-il poliment. Elle hocha la tête et il lui fit signe de le suivre. On la mena jusqu'à une terrasse à l'étage, presque vide à cette heure. Un homme était déjà assis, dos à la mer, en train de consulter son téléphone. Lorsqu'il leva les yeux, Claire reconnut instantanément les traits. Ce n'était pas un inconnu. C'était ce visage qu'elle avait vu gisant sur le trottoir, baigné de pluie. Mais il n'était plus pâle ni fragile. Il semblait en pleine forme, bien habillé, et portait une montre qui, à elle seule, valait plus que tout ce qu'elle possédait. Il se leva. « Merci d'être venu », dit-il simplement. Claire ne répondit pas immédiatement. Elle s'assit lentement, méfiante. Mathieu appela un serveur, commanda 2 cafés. Puis, il posa les mains sur la table, paumes ouvertes. « Je vais aller droit au but. Ce jour-là, j'ai fait un malaise en pleine rue. Personne ne s'est arrêté. Personne. Sauf vous. Vous n'avez rien demandé. Vous n'avez pas hésité. » Claire haussa les épaules. C'était humain. Justement, l'humanité, je l'avais perdu de vue. Elle le regarda plus attentivement. Il était plus jeune qu'elle ne l'avait imaginé, peut-être 35 ans. Son regard était intense, direct.
pas celui d'un homme banal. Je suis Mathieu Morel. J'ai fondé plusieurs entreprises technologiques. Je suis ce qu'on appelle un entrepreneur à succès. Ou du moins, je l'étais. Claire ne bougea pas. Elle ne savait pas encore où il voulait en venir. Mon malaise, ce jour-là, n'était pas anodin. J'étais à bout. Physiquement, mentalement. J'avais tout sauf l'essentiel. Et votre geste m'a forcé à tout remettre en question. Il marqua une pause. Claire sentit un mélange étrange de gêne et d'incrédulité monter en elle. « J'ai mené quelques recherches, reprit-il. Elle le fixa aussitôt, glacée. « Quelles recherches ? Je voulais savoir qui vous étiez. Ce n'est pas ce que vous croyez. Je ne suis pas là pour vous surveiller ni pour vous juger. Je voulais comprendre pourquoi une inconnue comme vous a fait ce que personne n'a fait. Et plus je découvrais votre vie, plus je me disais que je ne pouvais pas laisser cela sans suite. » Claire se leva d'un bond, la chaise raclant le sol. « Vous avez fouillé dans ma vie ?» Mathieu se leva à son tour, tendant une main pour la calmer. « Je n'ai rien fait d'illégal, juste ce qu'un homme reconnaissant peut faire pour dire merci. » Elle resta debout, le cœur battant, incertaine. « Je ne suis pas un projet de charité, monsieur Morel. Et je ne vous considère pas comme tel. Mais j'ai une proposition à vous faire. Pas aujourd'hui, quand vous serez prête. » Claire le regarda une dernière fois, puis tourna les talons, quittant la terrasse sans se retourner. Mais en elle, une question était née, et elle n'allait plus la quitter. Claire avait quitté le restaurant avec un mélange de colère et de confusion, mais pendant les jours qui suivirent, son esprit ne trouva aucun repos. Elle repensait constamment à la rencontre, aux paroles de Mathieu, à son regard quand il avait parlé de son malaise, et surtout à ce qu'il avait avoué. Il avait mené une enquête sur elle. Ce mot résonnait comme une trahison silencieuse, une intrusion dans son espace vital pourtant si modeste. Qui était cet homme pour s'intéresser à elle ? Pourquoi un inconnu, aussi influent soit-il, choisirait-il de s'attarder sur une vie aussi ordinaire, aussi fragile que la sienne ? Mais la colère s'estompait lentement, remplacée par une curiosité persistante. Non pas celle d'une opportuniste flairant une chance inespérée, mais celle d'une femme trop longtemps invisible, soudainement projetée dans un récit qui n'était pas le sien. Elle n'avait parlé à personne de ce rendez-vous, pas même à son amie Julie, la seule personne proche qu'elle voyait encore de temps en temps après son service au café. Cette histoire semblait irréelle, presque trop chargée pour être partagée sans éveiller des jugements ou des doutes. Finalement, après 5 jours de silence, Claire retourna au même restaurant. Elle n'avait pas prévenu, mais en entrant, le serveur la reconnut immédiatement. Il la mena à nouveau à la terrasse du haut, cette fois inondée de soleil. Mathieu était là, comme s'il avait su qu'elle reviendrait. Il ne montra aucun signe de surprise. Il se contenta de se lever, de la saluer, puis de l'inviter à s'asseoir. Le silence dura quelques instants. Claire fixait la mer, les mâts des voiliers qui se balançaient doucement dans le vent du port, cherchant à ignorer le poids du regard de Mathieu. « J'ai réfléchi, dit-elle enfin. Je suis venue pour comprendre, pas pour accepter quoi que ce soit. » Mathieu acquiesça. « C'est tout ce que je demande. » Il commanda à nouveau 2 cafés, puis se pencha légèrement vers elle. « Je vais te dire quelque chose que très peu de gens savent. J'ai passé les 15 dernières années à bâtir une entreprise. Je suis parti de rien, ou presque. J'ai investi tout ce que j'avais, sacrifié ma santé, mes relations, mes nuits. Ce que les gens voient, c'est le succès, les chiffres, les récompenses. Ce qu'ils ne voient pas, c'est que je me suis perdu en chemin. » Claire l'écoutait sans intervenir. Il n'y avait dans sa voix ni vanité, ni recherche de pitié. Seulement une honnêteté brute, presque inconfortable. Le jour où je suis tombé dans la rue, ce n'était pas une fatigue passagère. C'était un effondrement total. Mon corps a dit stop. Mais plus encore, mon esprit avait déjà lâché prise. Je ne pensais pas que quelqu'un s'arrêterait. Et pourtant, tu l'as fait. Elle serra les lèvres, croisant les bras. Je l'ai fait parce que personne d'autre ne le faisait. Et je ne veux pas qu'on me glorifie pour ça. Ce n'est pas de la glorification. C'est de la reconnaissance. Et plus que ça, c'est une tentative de réparer. Elle arqua un sourcil. Réparer quoi? Il la regarda longuement, puis sortit une petite tablette de cuir de sa poche, qu'il posa sur la table. Il l'ouvrit. À l'intérieur, quelques feuilles soigneusement pliées. J'ai fait des recherches sur toi. Pas pour te surveiller, pour comprendre. Tu vis avec très peu. 2 emplois, des horaires instables, un studio de 20 mètres carrés dans un immeuble délabré. Tu n'as jamais arrêté tes études parce que tu étais incapable,
mais parce que ta mère est tombée malade. Tu t'occupes d'elle à distance, et malgré tout, tu t'es arrêté pour un inconnu. » Claire détourna le regard. Elle n'aimait pas être exposée ainsi, même si les faits étaient exacts. « Pourquoi est-ce que tu me dis tout ça ? » ?»« Parce que j'ai un projet qui pourrait donner une seconde chance à des gens comme toi. Et j'ai besoin de quelqu'un comme toi pour l'imaginer, le questionner, le défier. Quelqu'un qui connaît la réalité, pas seulement les chiffres. » Elle fronça les sourcils, méfiante. « Tu veux que je travaille pour toi ? » ?»« Pas exactement. Je veux que tu viennes vivre un temps dans mon environnement, que tu observes, que tu comprennes ce que je veux créer et que tu me dises ce que tu en penses. Pourquoi moi ? Parce que tu es honnête. Tu as fait quelque chose que personne d'autre n'a fait sans rien attendre en retour. Parce que tu as connu des choses que mes collaborateurs ignorent complètement. Et parce que je crois qu'on ne peut pas construire un projet social depuis une tour d'ivoire. » Claire soupira, secouant la tête. « Je ne suis pas une experte en politique sociale. Je n'ai même pas fini mes études. C'est justement ce qui te rend précieuse. Tu parles avec la voix de celle qu'on n'écoute jamais. » Elle se leva, une fois de plus. Trop d'informations, trop de pression. Je ne suis pas prête pour ça. Mathieu ne la retint pas. Il la regarda partir, comme la première fois, avec calme. Mais cette fois, au fond d'elle, Claire ne ressentait pas la même résistance. Il avait semé quelque chose, et elle ne savait pas encore si elle devait le nourrir ou l'étouffer. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Claire trouva un petit paquet posé devant sa porte. Aucune note. Juste une clé dorée attachée à un ruban et un papier plié en deux. Une adresse à Paris écrite d'une main droite, propre et ferme. Rien de plus. Pas de nom, pas de message. Mais elle comprit immédiatement. Il n'avait pas fini. Et désormais, la suite lui appartenait. Claire resta longtemps assise sur son lit, le dos appuyé contre le mur froid de son studio, la clé dorée posée dans le creux de sa main. L'adresse indiquée sur le papier n'était pas n'importe laquelle. Elle la connaissait vaguement. Un quartier résidentiel à Paris, connu pour ses rues calmes, ses bâtisses imposantes et ses loyers inaccessibles. L'endroit appartenait à un autre monde, un monde dont elle n'avait effleuré que les reflets, à travers les vitrines ou les pages de magazines abandonnés dans les cafés. Elle retourna la clé entre ses doigts, encore et encore. Rien ne la liait à cet homme. Rien ne l'obligeait à répondre à son invitation. Et pourtant, quelque chose la poussait à envisager cette échappée. Pas une fuite, plutôt une confrontation. Elle voulait comprendre ce que Mathieu Morel espérait vraiment d'elle. Car jusqu'ici, chaque parole qu'il avait prononcée semblait pesée, calculée, mais profondément sincère. C'était cette dualité qui la troublait. Un homme capable de manipuler les règles du pouvoir tout en faisant preuve d'une vulnérabilité inattendue. 2 jours plus tard, elle se rendit à Paris. Elle ne prévint personne, emporta seulement un sac à dos avec quelques affaires et laissa un mot sur la porte de sa voisine, lui demandant de récupérer le courrier en son absence. Le train fut long, rythmé par le va-et-vient de ses pensées contradictoires. L'envie de rebrousser chemin l'assaillit plusieurs fois, mais elle resta assise, le regard fixe sur les paysages flous qui défilaient. En arrivant à l'adresse indiquée, elle trouva un portail bleu, immense et élégant, encadré par des murs en pierre recouverts de lierre. Elle hésita avant d'y insérer la clé. Le mécanisme tourna sans résistance. Le portail s'ouvrit sur une allée bordée de haies taillées avec précision, menant à une maison discrète mais majestueuse. La porte d'entrée s'ouvrit avant qu'elle n'atteigne les marches. Un homme en costume noir, la cinquantaine, se présenta simplement comme Arnaud, l'assistant de M. Morel. Il l'invita à entrer avec un respect presque cérémonieux, sans poser de questions. L'intérieur était silencieux, baigné d'une lumière douce, filtrée par de grands rideaux clairs. Les meubles, de bois sombre et de lignes simples, dégageaient une élégance discrète. Aucun luxe ostentatoire, juste une impression d'ordre et de maîtrise. Claire se sentit immédiatement en décalage, ses baskets usées contrastant avec le parquet parfaitement ciré. Arnaud la guida jusqu'à un salon à l'étage où Mathieu l'attendait. Il se leva à son entrée, lui adressa un sourire mesuré. « Merci d'être venu. Je ne savais pas si tu accepterais. » Claire haussa les épaules. « Je suis venu pour entendre, rien d'autre. » Il acquiesça. « C'est tout ce que je te demande. » Ils s'assirent face à face. Un plateau de thé fumant attendait entre eux, mais Claire n'y toucha pas. Ses mains restaient sur ses genoux, droites, rigides.
Tu m'as parlé d'un projet social, lança-t-elle sans détour. C'est quoi exactement? Mathieu prit un instant avant de répondre. J'ai décidé de quitter une partie de mes activités. Je garde une présence symbolique, mais ce n'est plus moi qui dirige. Mon corps m'a donné un avertissement, mon esprit aussi. Depuis mon effondrement, j'ai commencé à réfléchir à ce que je pouvais transmettre, pas sous forme de capital, mais d'opportunité. Il se leva, fit quelques pas, puis s'arrêta près d'une bibliothèque. Il y a trop de gens comme toi, invisibles, compétents, résistants, et pourtant coincés dans un système qui ne leur laisse aucune marge. Je veux créer un réseau de centres où ces personnes pourraient recevoir un accompagnement personnalisé. Formation, logement temporaire, accès à un environnement propice et surtout respect. Claire fronça les sourcils. Et tu veux que je sois un genre de témoin? Mathieu secoua la tête. Plus que ça, je veux que tu sois une voix dans la construction. Je veux te montrer chaque étape, te faire participer au choix, te faire entendre. Elle soupira. Je n'ai pas l'expérience. Justement, ceux qui en ont sont déjà dans les bureaux. J'ai besoin d'un regard brut, honnête. Tu m'as déjà prouvé que tu ne joues pas un rôle. Et qu'est-ce que tu veux en retour? Il revint s'asseoir. Son regard plongea dans le sien sans détour. Que tu vives ici pendant 3 mois, que tu observes, que tu donnes ton avis. Je prendrai en charge tous les frais. Et si, au bout de ce temps, tu veux partir, tu seras libre. Mais je crois que tu peux découvrir quelque chose de plus grand. Pour toi et pour les autres. Claire resta sans voix. L'offre était claire, inattendue, inacceptable selon ses repères, mais aussi étrangement séduisante. Elle n'avait jamais eu cette sensation, celle d'avoir un rôle à jouer dans quelque chose de vaste, d'organisé, de potentiellement utile. Elle finit par dire « Tu veux que je vive ici, dans cette maison ?» Oui, comme une immersion. Rien ne sera exigé de toi sinon ta présence, ton regard, ta parole. Elle éclata d'un rire court, presque nerveux. Et si je te dis non? Alors je te remercierai pour ton temps et je te raccompagnerai. Mais je crois que tu n'es pas ici pour dire non. Elle se leva, marcha lentement jusqu'à la fenêtre. De là, elle apercevait un jardin intérieur, une fontaine au centre, et au loin, un petit bâtiment annexé, presque caché par les arbres. Le silence de la maison n'avait rien d'hostile. Il était comme une attente. Elle se retourna vers lui. « Très bien, 3 mois, mais à ma façon. Je garde ma liberté. Je dis ce que je pense. Et si je veux partir, je pars. » Mathieu hocha la tête. « Ça est exactement ce que j'attendais. » Cette nuit-là, Claire s'endormit dans une chambre vaste, au lit trop grand, au drap d'une blancheur presque irréelle. Elle pensait à sa mère, à ses horaires de ménage, à ses chaussures laissées dans l'entrée de son studio. Et elle se demandait si, dans cette maison silencieuse, elle trouverait autre chose que du confort, peut-être une forme de vérité, ou peut-être une désillusion. Mais quoi qu'il arrive, elle n'était plus sur le bord du monde. Elle venait d'y entrer, et chaque pas désormais serait un pas sur le fil. Les premières journées dans la maison de Mathieu furent étranges, presque irréelles. Claire ne savait pas exactement où se situer. Tout semblait fluide, organisé, orchestré dans un silence feutré. Les repas lui étaient proposés mais jamais imposés. Un espace personnel lui avait été attribué, lumineux, calme, avec un bureau et une bibliothèque bien fournis. Arnaud, l'assistant, restait professionnel mais distant. Mathieu, lui, gardait ses distances tout en veillant à ce qu'elle ne manque de rien. Aucun mot de trop, aucun geste intrusif. Pourtant, Claire sentait une tension invisible, une sorte de calme trop parfait pour être naturel. Il y avait une logique derrière tout cela, et elle ne l'avait pas encore découverte. Au 4e jour, elle annonça qu'elle voulait retourner à Marseille quelques jours. Mathieu n'insista pas. Il demanda simplement si elle souhaitait que quelqu'un l'accompagne. Elle refusa. Elle avait besoin de se retrouver dans un espace qui lui appartenait encore, aussi modeste soit-il. Besoin de retrouver ses marques, de toucher à nouveau à cette réalité, faite de trajets à pied, de silence pesant dans les couloirs de l'immeuble, de bruit de pas dans le plafond. Là, elle pouvait repenser à tout ce qu'elle vivait, sans décor luxueux, sans parfum de thé importé ou de bois ciré. Elle arriva chez elle en début d'après-midi. L'immeuble n'avait pas changé. Une odeur d'humidité montait des murs, et la lumière du palier clignotait toujours de manière aléatoire. En insérant la clé dans la serrure de sa porte, Claire remarqua immédiatement une anomalie.
Quelque chose dépassait légèrement de la poignée. Une enveloppe épaisse, beige, sans aucun cachet, sans timbre, sans nom, juste pliée et coincée dans le métal. Elle la prit, l'ouvrit. À l'intérieur, un papier épais, de qualité, plié en deux. Pas d'introduction, pas de signature. Juste une phrase manuscrite, tracée d'une écriture droite et ferme. « Je crois encore que tu peux changer de vie. Reviens quand tu seras prête. Monsieur ». Avec cette note, une petite boîte en velours. Claire l'ouvrit. Une seconde clé, différente de la première, plus fine, dorée également. Elle la prit entre les doigts, perplexe. Il n'y avait pas d'adresse cette fois. Rien de plus à suivre que ce message énigmatique, dont la simplicité glaçait plus qu'elle ne réchauffait. Elle resta longtemps assise dans sa petite cuisine, la clé devant elle, le papier posé à côté. Le message n'était pas une demande, c'était une invitation, une possibilité laissée ouverte. Elle pensait avoir pris une décision en acceptant l'offre de Mathieu, mais il semblait que l'expérience ne faisait que commencer et que les règles du jeu étaient encore en train de se dessiner. Elle ne comprenait pas pourquoi il agissait ainsi. Ce n'était pas de la manipulation. Ce n'était pas non plus une tentative de domination. Il y avait autre chose, une logique personnelle peut-être, mais pas encore perceptible. Et c'est cette absence de justification qui la troublait le plus. Le lendemain, elle retourna au café pour y travailler une journée, comme pour marquer son territoire, rappeler à elle-même qu'elle appartenait encore à cet autre monde, celui du service, des commandes criées entre deux tables, des pourboires incertains et des heures volées au sommeil. Ses collègues la regardaient avec surprise, certains avec distance, comme si son absence l'avait rendue étrangère. Julie lui demanda ce qu'elle avait fait. Claire répondit simplement qu'elle avait eu une opportunité temporaire et qu'elle verrait bien où cela l'amènerait. Elle ne voulait pas mentir, mais elle refusait de tout expliquer. Les mots auraient trahi la complexité de ce qu'elle vivait. En quittant le service, trempée par une averse soudaine, elle sentit quelque chose en elle se déplacer, imperceptiblement, comme si l'espace entre ces deux vies se resserrait. Elle n'était plus complètement ici, mais elle n'était pas encore là-bas. Elle se trouvait dans une faille, un entre-deux instable, qui demandait une décision claire. 2 jours plus tard, elle prit de nouveau le train pour Paris. En arrivant à la maison au portail bleu, Arnaud la reçut avec le même calme professionnel. Il ne posa aucune question, Mathieu non plus. Ils semblaient tous deux savoir qu'elle reviendrait. La chambre qu'elle occupait était restée telle qu'elle l'avait laissée. Une note sur le bureau, cette fois imprimée. Si tu acceptes de participer réellement, demain commencera la première étape. Aucune signature, mais Claire comprit. Le lendemain, Mathieu l'invita à le rejoindre dans une pièce qu'elle n'avait pas encore explorée. Une vaste salle de réunion, avec un tableau interactif, des dossiers empilés, des croquis sur les murs. Il y avait là 2 autres personnes, une femme d'une 40aine d'années aux cheveux courts, prénommée Sabine, et un homme plus jeune, Mehdi, visiblement architecte. Mathieu lui expliqua que ce lieu était le centre névralgique du projet. Il voulait créer un premier prototype de centre d'accueil à Marseille même. Il avait déjà identifié un bâtiment, mais la configuration, les usages, les programmes proposés devaient encore être définis. Claire s'assit, écouta, observa. Il parlait avec des termes techniques, des échéanciers, des budgets, des validations. Puis Mathieu se tourna vers elle. « Et toi, si tu avais eu accès à un lieu comme celui qu'on veut construire, à 23 ans, qu'aurais-tu aimé y trouver ?» La question était simple. Claire répondit sans réfléchir. « Quelqu'un pour m'écouter. Vraiment, pas pour remplir une fiche. » Le silence s'installa. Sabine nota quelque chose. Mehdi hocha la tête. Mathieu la regardait avec intensité. Pas pour juger, pour absorber, pour apprendre. À la fin de la réunion, Mathieu lui tendit un dossier. « Lis ça. Ce sont les premières idées. Demain, tu nous diras ce que tu en penses. » Claire prit le dossier sans un mot. Elle était entrée. Pas seulement dans la maison, mais dans le processus. Et elle comprenait enfin que cette clé dorée n'ouvrait pas une porte, mais une implication, un passage, une responsabilité qu'elle n'avait pas cherchée, mais qu'elle n'avait plus envie de fuir. La clé dorée qu'avait ouvert plus qu'une simple porte dans le quartier tranquille du 16e arrondissement de Paris. Elle avait déclenché une série de déplacements silencieux dans l'existence de Claire, des mouvements internes presque imperceptibles, mais profonds.
Installée depuis plusieurs jours dans la grande maison, entourée de murs de pierre et de silence, elle commençait à distinguer les mécanismes discrets d'un monde qui n'avait jamais été conçu pour elle. Il ne s'agissait pas seulement de confort matériel, mais d'un mode de vie entier. Les horaires précis, les repas parfaitement calibrés, les échanges pesés, les visages fermés des employés de maison, l'absence totale d'improvisation. Même l'air semblait organisé. Claire ne savait toujours pas si elle avait fait le bon choix en revenant ici. Il y avait une pression diffuse, moins visible que dans ses anciens emplois, mais plus lourde. Elle était observée sans lettres, invitée à participer mais sans directive nette, placée au centre d'un projet sans cadre défini. Elle n'était ni salariée, ni invitée, ni consultante. Elle était là, et cette position instable la rendait nerveuse. Mathieu, de son côté, restait égal à lui-même, présent mais jamais intrusif, toujours poli mais jamais familier. Il ne cherchait pas à la convaincre. Il agissait comme s'il savait qu'elle finirait par trouver sa place dans cette mécanique étrange. Le projet lui tenait visiblement à cœur. Ses paroles étaient réfléchies, ses silences tout autant. Et même si elle restait méfiante, Claire ne pouvait s'empêcher de remarquer que jamais il ne cherchait à l'impressionner. Il lui parlait comme à une égale, ce que peu de gens dans sa vie avaient jamais fait. Ce matin-là, Arnaud la prévint que Mathieu souhaitait lui montrer un espace auquel elle n'avait pas encore eu accès. Une voiture la conduisit, une demi-heure plus tard, vers une zone plus industrielle de la ville. L'endroit ne ressemblait en rien au salon paisible de la maison parisienne. Il s'agissait d'un ancien entrepôt réaménagé sommairement, aux murs encore bruts, au sol poussiéreux. Mathieu l'attendait à l'intérieur, vêtu simplement, sans costume, sans cravate. « C'est ici que nous installerons le premier centre », annonça-t-il dès qu'elle entra. « Ce lieu servira de modèle. Il sera imparfait, forcément, mais il doit être fonctionnel, humain, utile, et j'ai besoin que tu m'aides à définir ce que cela veut dire. » Claire fit le tour du bâtiment. L'espace était vaste, les plafonds hauts, les structures métalliques visibles. Elle demanda combien de personnes le centre pourrait accueillir. Mathieu répondit qu'il ne voulait pas de dortoirs impersonnels, ni de bureaux fermés. Il envisageait un lieu hybride, des espaces de vie, de travail, de formation, de répit. Une sorte de laboratoire social, adaptable, évolutif. Et les gens que tu veux aider, comment vont-ils entendre parler de cet endroit ? Demanda-t-elle. Par des associations partenaires, par les services sociaux, mais surtout par le bouche à oreille. Je veux qu'on vienne ici parce qu'on en a entendu du bien. Claire resta silencieuse, puis elle demanda à voir les plans. Ils étaient posés sur une table de chantier. Elle se pencha, les examina en détail, prit un crayon et traça une ligne. Ici, tu veux mettre un espace de formation, mais l'entrée est trop éloignée. Quelqu'un qui arrive pour la première fois doit pouvoir y accéder sans se perdre. Sinon, il rebroussera chemin avant même de comprendre ce qu'on propose. Mathieu hocha la tête. Il ne la contredit pas. Il appela immédiatement un architecte, lui demanda de revoir cette partie du plan. Claire ne comprenait pas encore tout ce qu'elle déclenchait, mais elle sentait qu'elle était écoutée, réellement. Les jours suivants furent marqués par des réunions plus fréquentes. Elle se retrouva à discuter avec des chefs de projet, des urbanistes, des psychologues, des éducateurs. Tous venaient avec des idées précises, des concepts, des stratégies. Mais à chaque fois, Mathieu demandait à Claire ce qu'elle en pensait. Et souvent, elle proposait une autre approche, pas meilleure, juste plus ancrée dans la réalité. « Le problème, disait-elle un soir en revenant avec Mathieu de l'un de ses rendez-vous, c'est que tout le monde pense à la place des autres. Moi, je sais ce que c'est que de ne pas pouvoir payer un ticket de métro. Je sais ce que ça fait d'être humilié par un formulaire incompréhensible ou un fonctionnaire pressé. Alors je ne veux pas qu'on reproduise ça ici. » Mathieu l'écouta longuement, sans l'interrompre. Puis il déclara « C'est exactement pour ça que je t'ai choisi. » Mais c'est à son retour à la maison, un soir de pluie fine, que la véritable rupture s'opéra. Claire monta à l'étage, fatiguée, passa devant une porte toujours fermée au fond du couloir. Ce soir-là, elle était entr'ouverte. Poussée par la curiosité, elle entra. La pièce était une bibliothèque, couverte du sol au plafond de livres classés avec rigueur. Mais ce n'était pas cela qui attira son attention. C'était un tableau accroché au mur du fond, légèrement en retrait. Une peinture ancienne représentant une femme aux traits simples, aux cheveux bruns relevés, au regard franc et un peu triste. Elle portait une robe de couturière, ses mains reposant sur un tissu plié.
Claire resta figée devant le tableau. Ce visage, il lui rappelait quelque chose. Pas dans les traits exacts, mais dans l'attitude, dans l'expression. Elle n'entendit pas Mathieu entrer. Il s'approcha doucement. « C'était ma mère, dit-il, la voix plus basse que d'habitude. Elle m'a élevé seule. Elle travaillait jour et nuit pour que je puisse étudier. Elle ne comprenait rien à mon univers, mais elle ne m'a jamais fait sentir que je lui devais quelque chose. » Claire ne répondit pas. Elle comprenait maintenant. Ce projet n'était pas une stratégie, ni une manœuvre philanthropique. C'était une dette, une manière de redonner ce qu'il n'avait jamais su offrir à celle qui l'avait porté dans le silence. « Tu lui ressembles, un peu, » murmura-t-il. « Dans la façon dont tu observes, sans juger. » Claire quitta la pièce sans un mot, le cœur serré. Ce qu'elle venait de voir lui donnait une nouvelle lecture de tout ce qu'elle vivait ici. Il ne s'agissait plus d'un simple projet, c'était une transmission. Une tentative de réparer non pas le passé, mais l'héritage d'un sacrifice jamais reconnu. Et sans qu'elle le veuille vraiment, Claire se sentit désormais liée à cet endroit. Non par contrat, mais par une histoire qu'elle n'avait pas vécue, mais qu'elle comprenait. Le lendemain de la découverte du tableau, Claire descendit plus tôt que d'habitude. La maison semblait plus silencieuse encore. Elle prit son petit déjeuner dans la cuisine, seule, accompagné uniquement du bruit lointain d'un arrosage automatique dans le jardin. Quelque chose avait changé. Pas dans les meubles, ni dans les visages, mais dans la manière dont elle se tenait là, au centre de cette maison autrefois étrangère. Le regard qu'elle portait sur cet espace n'était plus celui d'une invitée méfiante. Elle ne s'était pas encore attachée, mais elle avait trouvé des repères, une forme de stabilité étrange dont elle ne savait pas encore si elle était confortable ou dangereuse. Mathieu arriva plus tard, vêtu simplement, avec une tasse de café à la main. Il s'assit en face d'elle sans un mot. Le silence entre eux n'était plus gênant. Il était devenu un langage à part entière. Ce fut lui qui prit la parole le premier, le ton neutre. « Tu m'as prouvé quelque chose que je soupçonnais, mais que je n'avais encore jamais vu à ce point. Tu vois ce que les autres ne voient pas. Tu entends ce qui est dit entre les phrases. Tu comprends ce que signifie vraiment être à la marge, sans l'avoir étudié dans un livre. » Claire leva les yeux vers lui sans répondre. Elle attendait la suite. Ce n'était pas de la flatterie, il préparait quelque chose, et elle ne voulait pas lui faciliter la tâche. « J'ai une nouvelle proposition, elle est plus radicale. Elle dépasse ce qu'on avait envisagé au départ. » Il fit une pause, puis poursuivit, sans détour. « Je veux que tu viennes vivre ici, avec moi, pendant 3 mois. Non comme invitée ou observatrice, mais comme participante à part entière d'un projet d'immersion. Je veux que tu sois présente à tout, les réunions, les décisions, les dîners avec les partenaires, les visites de terrain. Je veux que tu fasses partie de ce que je vis et que tu me dises au fur et à mesure ce que tu vois que je ne vois pas. » Claire le fixa, interdite. Il parlait calmement, sans insistance, comme s'il formulait une évidence. Mais pour elle, c'était tout sauf évident. « Tu veux que je vive ici avec toi, dans ta vie. Oui, c'est un test, un échange. Je ne cherche pas à te changer, je cherche à te faire confiance. » Elle resta silencieuse quelques secondes, puis elle rit brièvement, sans joie. « Et pourquoi moi ?» Mathieu ne sourcilla pas. « Parce que tu n'as pas peur de me contredire, parce que tu ne m'admires pas, parce que tu ne cherches rien, et surtout, parce que ton regard est encore intact. » Elle secoua la tête. « Tu veux faire de moi un miroir ?» ?»« Non, » répondit-il. « Je veux que tu sois la voix que personne dans mon entourage n'a jamais osé faire entendre. Pas pour valider ce que je fais, pour l'évaluer. » Claire croisa les bras. Elle n'était pas flattée. Elle était agacée. Toute cette mise en scène, ces propositions inhabituelles, cette manière de vouloir l'intégrer à un univers qui n'était pas le sien, c'était trop. Elle n'était pas un sujet d'étude. Elle n'était pas une variable d'ajustement pour un homme riche en quête de rédemption ou de changement de cap. Et si je refuse, alors tu partiras librement. Tu auras une lettre de recommandation, une bourse d'études dans l'établissement de ton choix et mon respect entier. Claire plissa les yeux. Et si j'accepte? Tu vivras ici. Tu partageras mon quotidien. Tu auras accès à tout. Rien ne te sera caché. Tu seras témoin, actrice, questionneuse. Et au bout de 3 mois, tu décideras si tu veux rester, partir, ou transformer tout cela d'une autre manière. Elle se leva lentement, fit quelques pas dans la pièce, puis se retourna. Ce n'est pas une proposition, c'est une provocation. Mathieu haussa légèrement les épaules. Peut-être,
mais elle est sincère. Ce jour-là, Claire quitta la maison pour réfléchir. Elle marcha longuement dans les rues de Paris, longeant la Seine, s'arrêtant dans un parc, s'asseyant sur un banc. Elle pesait chaque mot de leur échange. Rien dans la proposition n'était menaçant. Tout était même soigneusement encadré. Et pourtant, cela remettait en cause tout ce qu'elle avait construit pour survivre. La distance, le détachement, la méfiance. Accepter, c'était s'exposer. C'était admettre qu'elle pouvait avoir un rôle, une place, un impact. Et cela, au fond, était plus vertigineux que toute promesse matérielle. Elle retourna à la maison en fin de journée. Elle ne frappa pas. Elle entra dans le salon où Mathieu lisait un dossier. « D'accord, j'accepte, mais à mes conditions. » Il leva les yeux. « Je veux un espace à moi. Je veux garder mes horaires personnels. Je ne veux pas être tenu de te suivre partout, et je ne veux pas devoir justifier chaque mot. Accepter. Et je veux qu'on fixe un terme clair. 3 mois. Pas un jour de plus. C'est noté. » Elle inspira profondément. « Je te dirai ce que je pense, même si ça te déplaît. Surtout si ça te déplaît. C'est ce que j'attends. » Il se leva, s'approcha, tendit la main. Claire ne la serra pas. Elle se contenta de le fixer. « Pas besoin de symbole, je suis là, c'est suffisant. » Elle monta s'installer dans la chambre qu'on lui avait désignée comme définitive. Plus grande, plus lumineuse, plus impersonnelle aussi. Elle y déposa ses affaires, peu nombreuses, sur une étagère vide. Elle ouvrit la fenêtre. L'air parisien avait cette odeur étrange de pluie, de bitume et de fleurs lointaines. Elle était entrée dans un pacte. Non pas avec Mathieu, mais avec une version d'elle-même qu'elle n'avait jamais explorée. Une version qui allait devoir apprendre à parler autrement, à se faire entendre, à se faire respecter sans se renier. Et elle était prête. Pas parce qu'elle faisait confiance, mais parce qu'elle refusait pour la première fois de reculer. Les premiers jours d'immersion furent marqués par une succession de situations nouvelles, parfois absurdes, souvent inconfortables. Claire se réveillait chaque matin dans une chambre plus grande que tout son studio marseillais, prenait son petit déjeuner dans une cuisine où les ustensiles valaient plus que son salaire mensuel et croisait des employés qui la saluaient avec un respect poli, presque robotique. Elle observait tout cela avec un regard aiguisé, à la fois fascinée et révoltée par la manière dont cette maison fonctionnait comme un petit écosystème fermé sur lui-même, où chacun connaissait parfaitement son rôle, mais où personne ne posait de questions. Il n'y avait pas de conflit, pas de désordre, mais il n'y avait pas non plus de vie spontanée. Chaque geste semblait prévu, chaque silence calculé. Rapidement, Mathieu l'intégra à ses activités. Elle l'accompagnait à des réunions avec des investisseurs, des représentants d'associations, des urbanistes, des responsables municipaux. Il lui laissait une chaise, toujours près de lui, sans jamais la forcer à parler. Mais il ne cessait de l'observer, notant chaque expression, chaque haussement de sourcils, chaque soupir discret. Parfois, en sortant d'un rendez-vous, il lui posait une simple question. « Tu en as pensé quoi ?» Et elle répondait, toujours honnêtement, parfois avec une franchise brute qui faisait tressaillir les autres. Mais Mathieu ne se vexait jamais. Au contraire, il semblait s'en nourrir. Ce monde-là, pourtant, n'était pas le sien. Claire le ressentait dans les moindres détails. Les dîners organisés dans la maison étaient les plus éprouvants. Des tables longues, ornées de vaisselle fine, des invités bien habillés, parlant à voix basse de marché, de stratégie, de philanthropie. Elle s'asseyait à ses repas en robe simple, toujours prêtée, toujours choisie par une assistante. Elle se sentait comme un tableau posé dans une pièce sans mur pour l'accueillir. Les conversations ne l'incluaient pas. Quand on lui parlait, c'était par politesse, rarement par intérêt réel. Elle répondait avec sobriété, sans chercher à séduire ni à plaire. Ce détachement intriguait certains, agaçait d'autres. Une nuit, après un de ces dîners, Claire s'enferma dans sa chambre et retira ses chaussures avec un geste sec. Elle s'assit sur le sol, dos contre le lit, les jambes croisées, et soupira longuement. Ce n'était pas seulement la fatigue, c'était l'impression persistante d'être déplacée, comme une pièce introduite dans un puzzle, dont elle ne partageait ni les contours ni les couleurs. Elle avait accepté cette expérience, oui, mais elle n'avait pas prévu que l'effort principal consisterait à ne pas disparaître derrière les apparences. Un incident survint lors d'une réception plus formelle. Mathieu avait convié un groupe d'investisseurs étrangers et Claire avait été présentée comme une consultante en immersion sociale. Elle ne comprenait pas vraiment ce que ce terme signifiait,
mais elle comprit que c'était une manière élégante de ne pas dire la vérité. L'un des invités, un homme d'âge moyen au sourire trop large, s'approcha d'elle en fin de soirée et lui demanda avec condescendance comment elle était entrée dans le cercle. Claire, fatiguée, lui répondit sans filtre « J'ai ramassé un homme effondré sur un trottoir. Il s'est avéré qu'il était riche, voilà comment. » Le silence qui suivit fut glacial. Mathieu avait entendu. Il ne dit rien sur le moment. Mais le lendemain matin, il demanda à la voir dans le jardin. Ils marchèrent sans parler. Puis il s'arrêta près d'un banc. « Je ne t'en veux pas. Mais ce que tu dis a du poids ici. Tu n'es pas invisible. Pas dans cette maison. » Claire haussa les épaules. « Je ne veux pas devenir une mascotte. Et je ne veux pas que tu le sois. Mais si tu casses tout, personne ne t'écoutera. Tu es ici pour bousculer, oui, mais pas pour détruire. Tu vois la différence ?» Elle hocha lentement la tête. Il avait raison, même si elle ne l'avouerait pas. Quelques jours plus tard, un événement changea sa perception. Elle accompagnait Mathieu à une rencontre avec un groupe de jeunes en réinsertion dans un centre provisoire soutenu par son fonds. Elle entra dans une salle de formation où une dizaine de jeunes discutaient avec une formatrice. Mathieu salua tout le monde, puis laissa Claire s'asseoir dans un coin. La discussion tourna rapidement vers les difficultés rencontrées pour retrouver un logement, un emploi, un semblant de stabilité. Une jeune femme, la vingtaine, la voix tremblante, parla de ses nuits dans un foyer surchargé, des entretiens d'embauche où elle n'était jamais rappelée, de son sentiment de honte constant. Claire se redressa légèrement. Elle connaissait ce sentiment, pas de manière théorique. Elle l'avait vécu, enduré. À la fin de la séance, la jeune femme vint vers elle. « On m'a dit que vous travaillez avec lui, le monsieur au projet. Vous pensez vraiment que ça va marcher ?» Claire ne répondit pas tout de suite. Elle regarda la jeune femme dans les yeux. Puis elle dit « Je ne sais pas encore, mais je suis là pour que ça marche pour des gens comme toi, pas pour lui. » Cette réponse, elle se la répéta longtemps en rentrant, car elle venait de comprendre quelque chose d'essentiel. Sa présence dans ce monde étranger n'était pas seulement une chance, ni une intrusion. C'était une nécessité. Quelqu'un devait porter la voix de ceux qui n'avaient jamais été invités à parler. Et cette voix ne devait pas trembler. Elle n'était pas ici pour s'intégrer. Elle était ici pour introduire une faille utile, une faille qui laisserait passer l'air dans ce monde étanche. Les jours qui suivirent la visite au centre de réinsertion installèrent chez Claire une conscience plus aiguë de sa position. Ce n'était plus une question de confort ni de curiosité, mais de devoir. Elle sentait peser sur elle une forme de responsabilité nouvelle, silencieuse, mais tenace. Chaque remarque qu'elle faisait dans une réunion était reprise, commentée, parfois appliquée. Chaque geste était observé par les membres de l'équipe de Mathieu, qui semblaient chercher dans ses réactions un éclairage différent, une vérité que leur propre expérience ne leur permettait pas de percevoir. Elle n'avait jamais voulu incarner cette fonction. Elle n'avait pas été formée pour cela. Et pourtant, la réalité la poussait à occuper cette place sans autre appui que son intuition, sa mémoire, et cette forme de lucidité brute qu'elle avait développée à force de se débrouiller seule. Elle continuait à participer aux dîners, aux discussions, aux visites de terrain, mais c'était entre ces moments, dans les interstices du quotidien, qu'elle apprenait le plus. La maison de Mathieu n'était pas simplement une résidence de luxe. C'était une construction mentale, un lieu saturé d'ombre et de mémoire. L'organisation parfaite cachait une histoire personnelle qu'il n'avait jamais vraiment exposée, jusqu'au jour où elle retourna, volontairement cette fois, dans la bibliothèque au fond du couloir. Le tableau n'avait pas bougé. La femme représentée y était toujours assise, les mains posées sur le tissu, le regard fixe, mélancolique sans être triste. Claire s'assit en face, sur le fauteuil en cuir ancien, et l'observa longuement. Quelque chose dans la posture, dans l'expression, lui rappelait sa propre mère. Pas dans les traits, mais dans l'attitude, dans ce mélange de fatigue contenue et de dignité silencieuse. Elle n'avait pas entendu Mathieu entrer, mais il était là, debout derrière elle, les mains croisées dans le dos. Elle s'appelait Léa. Elle travaillait dans un atelier de couture à Marseille. Claire ne répondit pas. Elle attendait. Elle ne s'est jamais plainte, jamais. Même quand elle rentrait à minuit, les doigts en sang, même quand on nous a coupé l'électricité un hiver, elle trouvait toujours une manière de continuer. Il contourna le fauteuil et vint s'asseoir dans le second, en face d'elle. J'ai commencé à programmer sur un ordinateur qu'on m'avait prêté. Elle ne comprenait rien à ce que je faisais, mais elle me regardait
avec une fierté muette. Elle ne me disait jamais que j'allais réussir. Elle disait seulement « Fais ce que tu peux, mais fais-le bien ». Claire baissa les yeux. Ces mots, ou du moins leur équivalent, elle les avait entendus aussi, de sa propre mère, couchée aujourd'hui dans un lit médicalisé à Toulouse, incapable de marcher, mais toujours vive d'esprit. Une femme que la vie n'avait jamais épargnée, mais qui n'avait jamais demandé qu'on l'épargne en retour. Mathieu reprit. J'ai toujours voulu lui rendre ce qu'elle m'avait donné, mais je n'ai pas su. J'étais déjà trop pris dans mes affaires. J'ai envoyé de l'argent. Je lui ai payé des vacances, un appartement plus grand, mais elle n'en voulait pas. Elle voulait seulement qu'on dîne ensemble une fois par semaine. Et même ça, je ne trouvais pas le temps. Il s'interrompit, regardant le tableau avec une intensité nouvelle. Quand elle est morte, je n'étais pas là. Je présentais une application à Londres. Elle est partie seule, dans un hôpital public, sans personne à son chevet. Le silence qui suivit ne fut pas gênant. Claire ne ressentait ni pitié ni jugement, seulement une compréhension brutale. Le projet social que Mathieu construisait n'était pas un acte altruiste, ni une stratégie de communication. C'était une tentative de réparation, pas de ce qu'il avait fait, mais de ce qu'il n'avait pas fait. Une manière de transmettre à d'autres ce qu'il n'avait pas su rendre à celle qui l'avait élevé. « Tu ne m'as jamais parlé de ta mère », dit-il enfin comme une invitation. Claire prit un temps avant de répondre. Elle vit toujours, mais elle ne peut plus se lever. Elle a travaillé comme aide ménagère toute sa vie. Elle connaissait chaque produit, chaque astuce. Elle m'a appris à ne jamais dépendre de personne. Même malade, elle refuse qu'on la plaigne. Mathieu la regardait, pas avec compassion, avec attention. « Elle sait que tu es ici ?»« Oui, elle pense que je perds mon temps. Mais elle est fière. Elle ne le dit pas, mais je le sais. » Ils restèrent un moment en silence. Puis Mathieu se leva, marcha vers une étagère et sortit un carnet relié de cuir. Il le tendit à Claire. « C'est le carnet de croquis de ma mère. Elle dessinait des robes qu'elle n'a jamais eu les moyens de fabriquer. C'est tout ce qu'il me reste d'elle, en dehors du tableau. » Claire ouvrit lentement le carnet. Les dessins étaient précis, délicats, faits à l'encre noire. Certaines robes portèrent des annotations. Type de tissu, ajustement à prévoir, prix estimé. C'était un travail minutieux, soigné. Elle tourna les pages, fascinée. Elle ne savait pas exactement pourquoi, mais ces croquis lui parlaient. Peut-être parce qu'ils représentaient un monde de beauté conçu dans la marge, un monde imaginé par une femme sans privilège, mais avec un regard. Elle referma le carnet, le rendit à Mathieu. « Tu devrais en exposer quelques-uns dans ton centre. » « Tu crois que ça aurait du sens? Ce serait un rappel, que ce que tu fais vient d'un endroit vrai, et que ceux qui franchiront la porte ne sont pas seuls à rêver sans moyens. » Mathieu acquiesça. Ce n'était pas une idée symbolique, c'était une trace concrète, une mémoire utile. Claire quitta la bibliothèque avec un sentiment nouveau. Elle n'était plus là uniquement pour observer ou critiquer. Elle faisait désormais partie de quelque chose, pas une famille, pas une entreprise. Une tentative, un effort commun de donner forme à ce qui n'existe pas encore. Elle ne savait pas jusqu'où cela l'amènerait, mais elle avait compris une chose essentielle. Ce projet n'était pas né dans un bureau. Il était né dans une cuisine trop étroite, dans des doigts abîmés par le fil, dans des dessins jamais vendus, dans le silence d'une femme oubliée, et c'était pour cette femme-là, autant que pour les autres, que Claire devait continuer. Les semaines suivantes virent le projet prendre une tournure plus concrète. Les plans du centre de Marseille étaient presque finalisés. Les premiers partenaires institutionnels avaient été engagés et une équipe réduite commençait à se former autour de Claire et Mathieu. Le travail devenait dense, technique, parfois étouffant. Claire assistait à toutes les réunions, y compris celles où sa présence n'était pas forcément requise. Mathieu insistait pour qu'elle soit là non par obsession, mais parce qu'il avait compris que ses interventions, souvent brèves, apportaient une perspective rare. Dans une salle remplie de spécialistes, elle posait les questions qu'aucun d'eux n'osait formuler, ou pire, n'avait même envisagé. Cette position atypique faisait d'elle un élément redouté par certains et respecté par d'autres. Mais alors que tout semblait se mettre en place, une crise éclata brutalement. Un lundi matin, Mathieu reçut un appel d'un membre de son conseil d'administration. La presse avait obtenu des documents confidentiels sur les transferts de fonds internes entre ces entreprises et le projet social. Rien d'illégal en soi, mais assez ambigu pour déclencher une série de soupçons. On l'accusait de favoritisme, d'optimisation fiscale dissimulée derrière une façade humanitaire.
Les journaux titraient sur ce millionnaire repenti qui blanchit son image à coups de centres sociaux. En l'espace de 48 heures, l'intégrité du projet tout entier fut mise en doute. Mathieu convoqua une réunion d'urgence avec ses avocats, ses associés et certains membres clés de son équipe. Claire y fut invitée, sans protocole. Elle entra dans la salle et comprit immédiatement que l'ambiance avait changé. Les regards étaient fermés, les voix tendues. L'un des juristes recommandait de suspendre temporairement toute communication sur le projet, voire de le mettre en pause. Un autre proposait de restructurer l'ensemble pour créer plus de distance entre les entités. Mathieu, silencieux, écoutait tout, prenant des notes, regard baissé. Puis, contre l'avis de tous, il demanda à Claire ce qu'elle en pensait. La pièce se figea. On ne lui avait pas adressé la parole depuis le début. Elle sentit la tension, mais elle n'hésita pas. Vous cherchez à éteindre un incendie avec des rideaux. Ça ne fera que l'étouffer un instant. Ensuite, tout brûlera. Si vous suspendez le projet maintenant, vous confirmez que vous avez quelque chose à cacher. Si vous vous repliez, vous leur donnez raison. Un silence lourd suivit. Un des directeurs rétorqua, agacé. « Vous n'avez pas à gérer une réputation publique, mademoiselle Martin. Ce n'est pas aussi simple. » Claire se tourna vers lui calmement. « Non, je n'ai pas à gérer une réputation. J'ai eu à gérer la survie. Et je peux vous dire que quand on vous accuse injustement, ce n'est pas en vous cachant que vous vous sauvez. C'est en montrant ce que vous faites et pour qui vous le faites. » Mathieu hocha lentement la tête. Il déclara que le projet continuerait, que le centre de Marseille serait inauguré dans les délais et que tous les comptes seraient ouverts à un audit indépendant. La décision fit l'effet d'une bombe. Certains quittèrent la pièce sans un mot. D'autres restèrent, plus calmes, mais manifestement inquiets. Le soir même, il convoqua Claire dans son bureau. Il n'avait pas l'air affaibli, seulement plus concentré, plus déterminé. « Ce que tu as dit aujourd'hui, peu de gens l'auraient osé. » Claire ne répondit pas. Elle savait que ce qu'elle avait fait n'était pas du courage, c'était du réflexe, un instinct de lucidité acquis par nécessité. « Tu as changé la dynamique, pas seulement dans la salle, dans ma manière de voir les choses. » Elle s'adossa à la porte, croisant les bras. « Je t'ai juste dit ce que j'aurais aimé qu'on fasse pour moi à l'époque. » Mathieu la regarda longuement, puis lui tendit un document. C'était une ébauche de discours pour une conférence prévue le mois suivant, où il devait présenter officiellement le modèle du centre. Il voulait qu'elle le lise, qu'elle le corrige, qu'elle y ajoute ce qui, selon elle, manquait. Claire passa la nuit à retravailler le texte. Elle coupa des paragraphes entiers, reformula des idées, ajouta des phrases brutes, ancrées dans le vécu. Le lendemain, elle lui rendit le document sans commentaire. Il le lut sans expression. À la fin, il leva les yeux. « Tu viens avec moi, à la conférence. Tu parleras aussi. » Elle resta interdite. Ce n'était pas prévu. Elle n'aimait pas s'exposer. Elle n'aimait pas les scènes. « Je ne suis pas une conférencière. Justement, tu es la preuve que ce projet a un sens. Et personne d'autre que toi ne peut le dire ainsi. » Elle refusa d'abord, puis accepta, à condition qu'elle puisse écrire son propre passage. Mathieu accepta sans discuter. Durant les jours qui suivirent, ils travaillèrent ensemble, côte à côte, sans tension, sans jeu d'influence. Il respectait ses mots. Elle respectait sa vision. Pour la première fois, Claire sentit qu'elle construisait quelque chose qui pouvait lui survivre, quelque chose de tangible, de transmissible. La conférence eut lieu dans un amphithéâtre sobre, mais plein. Des représentants d'ONG, des élus locaux, des chefs d'entreprise, des journalistes. Mathieu prit la parole le premier. Il parla avec sobriété, sans emphase. Puis il annonça qu'une personne viendrait témoigner. Claire monta sur scène sans regarder la salle. Elle lut son texte sans trembler. « Je ne suis pas une experte. Je ne suis pas diplômée. Je suis quelqu'un qu'on oublie vite dans les statistiques. Quelqu'un qui a dû choisir entre acheter un ticket de bus ou un repas. Et pourtant, je suis là, parce que quelqu'un m'a demandé ce que je voyais et que j'ai répondu. Ce projet n'est pas une faveur, c'est une nécessité. Pour ceux qu'on ne voit pas, pour ceux qu'on n'entend jamais. » À la fin, il n'y eut pas d'ovation, juste un silence. Un silence qui valait plus que tous les applaudissements. Un silence d'attention réelle. En quittant la scène, Claire sentit le regard de Mathieu. Il ne souriait pas. Il avait ce regard qu'elle connaissait maintenant. Celui d'un homme qui avait compris que l'idée n'était plus seulement à lui, qu'elle avait pris vie ailleurs, et que, pour la première fois, il n'était plus seul à la porter.
L'exposition médiatique qui suivit la conférence fut plus intense que prévu. Les extraits du discours de Claire circulèrent rapidement sur les réseaux sociaux. Certains journaux titrèrent avec admiration « Une voix de l'ombre éclaire le projet Morel ». D'autres, plus sceptiques, s'interrogeaient sur la stratégie derrière ce choix. Mise en scène sociale ou engagement sincère? En quelques jours, Claire, malgré elle, devint un sujet de discussion. Elle ne l'avait ni cherché ni souhaité. Et dès le deuxième matin, elle regretta d'avoir accepté de prendre la parole. Sa boîte mail personnelle, que Mathieu avait expressément laissée confidentielle, fut saturée de messages. Certains étaient de jeunes femmes en situation précaire, touchées par ces mots, cherchant un conseil, une écoute, un espoir. Mais d'autres, bien plus nombreux, venaient de curieux, de cyniques, d'hostiles. On l'accusait d'opportunisme, de manipulation, de profiter d'un homme fragile pour s'élever. Les plus virulents insinuaient même une relation intime entre elle et Mathieu, cherchant dans le moindre détail la preuve d'un scandale masqué. Au sein de la maison, le climat changea. Les employés devenaient plus distants. Certains se montraient froids, d'autres évitaient son regard. Claire, qui avait enfin commencé à s'approprier cet espace, sentit les murs se resserrer autour d'elle. L'atmosphère, autrefois feutrée mais stable, devenait pesante, tendue, remplie de chuchotements qu'elle n'entendait pas, mais dont elle comprenait parfaitement la teneur. Le pire survint lorsqu'une ancienne associée de Mathieu, aujourd'hui à la tête d'un fonds concurrent, donna une interview dans laquelle elle insinuait que le projet social n'était rien d'autre qu'une opération d'image visant à masquer des conflits internes et un déclin financier. Elle affirma sans fournir de preuves que Claire Martin avait été placée au cœur de cette opération comme élément de diversion et que son passé avait été exagéré pour construire un récit émotionnel destiné à capter l'attention du public. Mathieu, convoqué d'urgence par ses avocats, resta enfermé durant 2 jours avec ses conseillers. Claire, elle, errait dans la maison, tentant de comprendre ce qui était en train de se produire. Elle n'avait jamais voulu de cette place centrale. Elle avait accepté un rôle de témoin, d'observatrice critique, pas celui d'icône sociale projetée sur les écrans pour incarner un combat dont elle ne maîtrisait pas les codes. Elle était en train de devenir exactement ce qu'elle craignait. Un symbole qu'on utilise, qu'on accuse, qu'on vide de sens. Le 3e jour, alors qu'elle prenait son petit déjeuner dans le jardin d'hiver, Mathieu entra. Il n'était pas seul. Derrière lui, 2 membres de son comité stratégique, visiblement inquiets, le suivaient. Il leur fit signe de patienter, puis s'approcha d'elle. « Il faut qu'on parle. » Elle posa sa tasse, le regard dur. « Je t'écoute. » Il s'assit, le visage plus fermé que d'habitude. « Ils veulent que je prenne mes distances. Avec toi. Officiellement. Temporairement. » Elle n'eut pas besoin d'entendre plus. Elle comprit immédiatement. Il avait été mis face à un choix. Sauver la structure ou la défendre, elle. « Et toi, qu'est-ce que tu veux ?» Mathieu ne répondit pas tout de suite. Il regarda dehors, le jardin immobile, les feuilles agitées par un vent faible. Puis, il la fixa. « Je ne peux pas te laisser porter ça seul. Tu ne devrais pas avoir à répondre à des attaques qui ne te concernent pas. Ce projet, c'est moi qui l'ai voulu. » Elle se leva. « Alors dis-le, publiquement. Dis que c'est toi. Que je ne suis pas ton alibi. » Mathieu acquiesça. Il promit une conférence de presse. Il voulait reprendre le contrôle du récit. Pas par stratégie, mais par nécessité morale. Claire le croyait. Elle savait qu'il n'était pas en train de la sacrifier. Il cherchait une issue, un moyen de la protéger, sans abandonner ce qu'ils avaient construit. Mais entre la promesse et l'acte, il y avait l'attente. Et cette attente, dans l'atmosphère lourde de la maison, devenait insupportable. Claire sentit que rester là, même avec le soutien de Mathieu, revenait à valider les soupçons. Chaque minute où elle demeurait dans cette pièce, chaque repas qu'elle prenait à cette table, renforçait l'image d'une dépendance, d'un confort gagné sur la base d'une proximité suspecte. Alors elle décida de partir, pas définitivement, pas en fuite, mais pour respirer, pour se recentrer. Elle envoya un message à Mathieu. « Bref, je m'absente, ne me cherche pas. Je reviendrai si tu fais ce que tu as dit. » Elle prit le train pour Marseille le soir même sans valise, avec seulement un sac contenant quelques affaires. De retour dans son ancien quartier, elle marcha longuement dans les rues familières. Tout semblait identique, mais elle ne l'était plus. Elle n'était pas riche, pas célèbre, pas protégée, mais elle n'était plus invisible non plus.
Elle portait désormais une histoire que d'autres avaient déjà tenté de lui voler. Et elle refusait de leur en céder la moindre ligne. Le lendemain, elle resta dans sa chambre, évitant les réseaux, la presse, les appels. Elle attendait un signe, une action, une décision. Pas un mot en privé, pas une excuse, mais un geste public, clair, irréversible. Ce soir-là, un message d'Arnaud, l'assistant, s'afficha sur son téléphone. La conférence est confirmée. Demain à 10h. Il tiendra parole. Claire relut le message plusieurs fois. Elle n'éprouva ni soulagement ni victoire. Ce n'était pas terminé. Rien ne serait jamais totalement réparé. Mais au moins, la vérité allait retrouver sa place. Et elle, la sienne. La conférence de presse avait été annoncée dans les canaux officiels de la Fondation Morel, accompagnée d'un court communiqué. Mathieu Morel répondra personnellement aux questions soulevées ces dernières semaines. Transparence, responsabilité et vérité guideront cette prise de parole. Aucun nom n'était cité, aucune allusion directe à Claire. Mais dans les cercles professionnels et médiatiques, tout le monde savait que cette conférence serait décisive pour l'avenir du projet social et pour l'image publique de son fondateur. Les journalistes avaient commencé à se positionner dès l'aube, caméra prête, micro pointé vers le pupitre encore vide. Claire, de son côté, était restée à Marseille. Elle avait pris la décision consciente de ne pas remonter à Paris, même si Arnaud l'avait assuré qu'elle était la bienvenue, que sa présence renforcerait l'impact de la déclaration. Mais elle ne voulait pas apparaître en arrière-plan, comme une pièce du décor. Cette conférence devait être celle de Mathieu et de lui seul. Il avait eu le pouvoir de la protéger ou de l'effacer. C'était à lui de montrer maintenant ce qu'il choisissait de faire de ce pouvoir. À 10h précises, Mathieu monta sur l'estrade vêtu sobrement, sans mise en scène. Son regard était déterminé, le ton de sa voix contrôlé mais ferme. Il commença par rappeler brièvement les objectifs du projet social. Créer un espace d'accompagnement réel, concret, respectueux pour les personnes en situation de précarité. Il parla de la structure juridique, des partenariats en cours, des défis rencontrés. Puis il déclara qu'il avait un document à remettre à la presse, un dossier complet retraçant toutes les étapes du projet, les flux financiers, les relations internes, les choix stratégiques. Ce document est le fruit de semaines de travail. Il contient toutes les informations nécessaires pour comprendre ce que nous avons construit. Il démontre que rien n'a été dissimulé, que chaque euro engagé l'a été avec clarté. Il tendit un exemplaire du dossier à l'assistante de salle, qui le distribua aux journalistes présents. Mais ce n'est qu'après cette remise formelle que Mathieu aborda ce que tout le monde attendait, le rôle de Claire. Je dois maintenant parler d'une personne sans qui ce projet n'existerait pas. Une femme qui, il y a quelques mois, a fait ce que presque personne ne fait. Elle s'est arrêtée, dans la rue, devant un inconnu écroulé. Elle a appelé les secours. Elle était restée. Et ce geste simple, ce geste humain, a changé ma vie. Les journalistes se redressèrent dans leur siège. Les caméras se fixèrent. Les stylos stoppèrent leurs mouvements. Elle ne voulait rien. Elle ne demandait rien. Elle a refusé l'argent. Elle a refusé les privilèges. Mais elle a accepté une chose, m'accompagner à sa manière dans la construction d'un projet que j'aurais été incapable de mener seul. Elle a posé des questions que personne n'osait poser. Elle a parlé quand il fallait se taire, et elle s'est tue quand j'avais besoin d'écouter. Mathieu fit une pause, regardant droit dans l'objectif principal. Ces dernières semaines, elle a été attaquée, calomniée, instrumentalisée. On a remis en question son intégrité, ses intentions, sa légitimité. Et je n'ai pas réagi tout de suite. Je croyais pouvoir protéger le projet en restant silencieux. C'était une erreur. Aujourd'hui, je veux dire ceci. Claire Martin m'a sauvé 2 fois. La première fois en appelant une ambulance, la seconde en m'obligeant à regarder le monde autrement. Le silence dans la salle était total. Mathieu reprit, sa voix légèrement plus grave. Je ne suis pas là pour défendre Claire. Elle n'a pas besoin de moi pour ça. Je suis là pour reconnaître publiquement que c'est moi qui ai eu besoin d'elle, pas l'inverse. Shail termina en précisant que Claire ne faisait pas partie de la direction de la Fondation, qu'elle n'était liée par aucun contrat, qu'elle n'avait jamais été rémunérée pour ses interventions. Il ajouta que toute décision future, concernant une éventuelle collaboration plus formelle, dépendrait exclusivement d'elle. Après une courte session de questions, dont la plupart furent centrées sur le contenu du dossier, la conférence prit fin.
Les journalistes sortirent lentement, visiblement ébranlés. Certains publièrent des extraits du discours en direct. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. Les titres changèrent de ton. Les accusations se muèrent en révisions prudentes. Les commentaires les plus durs disparurent progressivement, remplacés par des messages de soutien, de reconnaissance, de remise en question. Claire, qui avait suivi la retransmission en direct depuis le petit salon de la maison de sa mère, ne bougea pas pendant plusieurs minutes après la fin de la diffusion. Elle avait entendu chaque mot, vu chaque expression. Elle ne pleura pas, elle ne sourit pas. Elle resta simplement là, immobile, mesurant le poids de ce qui venait de se passer. Elle reçut un appel d'Arnaud 1 heure plus tard. Il lui transmit simplement ceci: « Il attend ton choix ». Mais Claire ne répondit pas immédiatement. Elle se rendit d'abord à pied dans un centre d'accueil local, un lieu modeste, financé par des dons privés, où elle avait fait du bénévolat quelques années plus tôt. Elle y retrouva une ancienne collègue, Marianne, qui dirigeait encore l'endroit avec la même énergie fatiguée mais combative. Elles discutèrent longuement. Claire demanda quels étaient les besoins les plus urgents, les lacunes, les blocages administratifs. Elle prit des notes, écouta sans interrompre, proposa de revenir quelques jours plus tard avec un plan de financement. Elle ne voulait pas créer un autre centre, encore moins dupliquer le modèle de Mathieu. Elle voulait quelque chose de plus petit, de plus ciblé. Elle voulait commencer là où elle avait été oubliée et offrir aux autres ce qu'elle avait, elle, dû apprendre seule. Le soir venu, elle s'assit à la table de la cuisine de sa mère, rédigea un mail bref et précis. Elle remercia Mathieu pour son discours, pour sa sincérité, pour son courage, et elle lui annonça qu'elle ne reviendrait pas dans la maison, qu'elle ne souhaitait pas de poste à la fondation, mais qu'elle acceptait la bourse promise, et qu'elle allait s'en servir pour créer une structure indépendante à Marseille, dédiée aux femmes en situation de précarité. Elle termina par une phrase simple: « Je ne t'abandonne pas. Je trace une autre ligne, mais c'est la même page. » Elle appuya sur « Envoyer » sans trembler. Puis elle se leva, sortit marcher dans la nuit douce. Elle n'avait pas gagné, elle n'avait pas triomphé, mais elle avait choisi. Et ce choix, désormais, ne pouvait plus lui être retiré. Quelques mois s'étaient écoulés depuis la conférence de presse. La Fondation Morel poursuivait son travail, plus discrète, mais plus solide. Le centre de Marseille avait finalement ouvert ses portes dans le bâtiment réhabilité que Claire avait visité au tout début du projet. Pourtant, elle n'avait pas assisté à l'inauguration officielle. Ce n'était pas par désintérêt ni par orgueil. Elle avait simplement compris que certaines batailles se mènent jusqu'à un point précis, puis qu'il faut laisser les autres prendre le relais. Claire avait depuis fondé sa propre structure, un local modeste au rez-de-chaussée d'un immeuble ancien, à quelques rues de là où elle avait grandi. Elle l'avait appelé l'Atelier 6, un clin d'œil discret au carnet de croquis de la mère de Mathieu, mais aussi à la 6e rue de son quartier d'enfance, là où elle avait appris à regarder, à écouter et à encaisser sans plier. L'objectif était clair dès le départ: offrir un espace d'accueil, d'écoute, de formation et de protection pour les femmes en situation de vulnérabilité, particulièrement celles qui, comme elle autrefois, se retrouvaient à survivre entre 2 emplois précaires, sans réseau, sans voie, sans échappatoire. Avec la bourse reçue de la Fondation, elle avait financé la location du lieu, l'achat de matériel, l'embauche d'une assistante sociale et d'une juriste à mi-temps. Mais au lieu d'annoncer son projet par voie de presse, elle avait opté pour une approche radicalement différente. Le bouche à oreille, les associations locales, les affiches dans les laveries automatiques, les centres médicaux, les arrêts de bus. En quelques semaines, des dizaines de femmes avaient franchi la porte de l'Atelier 6. Certaines n'avaient besoin que d'une conversation sans jugement. D'autres cherchaient un endroit où laisser leurs enfants pendant un entretien d'embauche. Quelques-unes ne savaient même plus ce qu'elles cherchaient. Et c'était là que Claire intervenait, avec sa parole directe, ses silences attentifs, son instinct forgé par l'expérience et non par la théorie. Elle ne portait jamais de badge, ne se présentait pas comme directrice, elle disait simplement « Je m'appelle Claire, je suis là ». Et souvent, cela suffisait à établir la confiance. Un matin, alors qu'elle ouvrait la porte après avoir passé la nuit à l'hôpital auprès de sa mère, elle trouva une enveloppe glissée sous le seuil. À l'intérieur, une simple carte blanche, sans texte, sans logo. Mais elle reconnut immédiatement l'écriture. C'était celle de Mathieu. Une date, une heure, rien de plus. Elle comprit immédiatement. Il ne s'agissait pas d'une convocation, ni d'un appel à revenir. C'était une invitation, libre,
silencieuse, respectueuse. Ce jour-là, à l'heure dite, elle se rendit à pied jusqu'à la rue de Lyon. Il faisait beau, presque trop. Le soleil s'étalait sur les trottoirs, rendant le bitume presque blanc. Elle reconnut sans effort l'endroit exact. Le trottoir légèrement incliné, la vitrine du café, l'arrêt de bus quelques mètres plus loin. Rien n'avait changé. Même les fissures sur le mur semblaient intactes. Elle arriva la première. Elle s'assit sur le banc juste en face, là où elle s'était accroupie des mois auparavant, protégeant le corps d'un inconnu avec son manteau. Mathieu arriva peu après. Il portait un manteau sombre, simple, une écharpe grise enroulée à la hâte. Il n'avait pas changé physiquement, mais il dégageait autre chose, une forme de calme qu'elle n'avait jamais perçue auparavant. Pas de l'assurance, plutôt une paix, une lucidité tranquille. Il s'assit à côté d'elle sans dire un mot. Ils restèrent là plusieurs minutes, observant les passants, les voitures, la lente vie ordinaire de la rue. Puis il parla. « Enfin, je voulais revenir ici, pas pour comprendre, pour remercier. » Elle tourna légèrement la tête, le fixa sans sourciller. « Il n'y a rien à remercier, c'était juste un geste. Justement, c'est ce que je n'avais jamais su faire, un geste simple. » Elle acquiesça doucement. Le silence reprit sa place entre eux. Mais cette fois, il n'était pas chargé. Il était reposant. « Comment va ta mère ?» demanda-t-il après un moment. « Stable. Elle ne marche plus, mais elle parle, et elle suit toutes les nouvelles comme si elle allait les corriger à la fin. » Mathieu esquissa un sourire. « Elle doit être fière. » Claire haussa les épaules. « Elle n'emploie jamais ce mot. Elle dit juste que je suis moins idiote que prévu. » Ils rirent tous les deux. Un rire discret, mais sincère. Mathieu sortit un petit carnet de sa poche. Il le tendit à Claire. « C'est une copie. Les croquis, j'ai fait encadrer les originaux. Ils seront accrochés dans le hall du centre. » Claire prit le carnet, le feuilleta. Les dessins avaient toujours cette précision tendre, cette ambition discrète, cette beauté simple. « Tu as tenu ta parole, dit-elle, et toi, tu as dépassé ce que tu avais promis. » Claire ferma le carnet, le garda dans sa main. « Je ne reviendrai pas dans ta maison. Je sais, et je ne te le demanderai jamais. » Ils se levèrent ensemble, sans hâte. Marchèrent côte à côte, en silence, jusqu'au bout de la rue. Personne ne les reconnut, personne ne les arrêta. C'était une scène banale, deux personnes traversant une rue sous le soleil du matin. Mais pour eux, c'était une boucle bouclée. Un retour. Pas au point de départ, mais à l'origine du changement. Ils s'arrêtèrent devant un feu rouge. Claire tourna la tête vers Mathieu. « Tu crois que les choses changent vraiment ?» Il répondit sans réfléchir. « Non, ce sont les gens qui changent les choses. » Ils traversèrent, puis se séparèrent quelques pas plus loin, naturellement, sans promesse, sans drame. Claire rentra à pied, le carnet serré contre elle, le cœur tranquille. Elle n'avait plus besoin de justifier ses choix, plus besoin d'expliquer pourquoi elle avait aidé un inconnu ce jour-là. Elle savait maintenant que ce geste, ce simple geste, avait suffi à déplacer des trajectoires, la sienne, celle de Mathieu, et par extension, celle de dizaines d'autres qu'elle n'avait même pas encore rencontrées. Elle entra dans l'atelier 6, salua une femme qui attendait dans le couloir, accrocha son manteau et prit place à son bureau. Une nouvelle journée commençait. Et cette fois, elle savait exactement où elle était et pourquoi.